Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation sur la violence faite aux femmes et le bris de la relation mère-enfant. Je me présente Josée Guindon de l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, accompagnée de ma collègue. Bonjour, je m'appelle Mayra Martin et je travaille aussi donc, pour Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter cette formation qui a pour objectif de voir comment vous pouvez utiliser les vidéos qui ont été produites dans le cadre du projet Enfants exposés à la violence dans vos interventions auprès des mères. Également, un des objectifs de la formation, c'est de vous aider à comprendre quelles sont vos attentes, vos propres attentes comme intervenante par rapport envers les mères que vous rencontrez en intervention, et également faciliter la compréhension des mères et les aider à rétablir le lien qu'elles ont perdu ou le lien qui a été brisé entre elles et les enfants. Il y a la chercheure Cathy Humphrey de l'Université de Warwick qui a fait un constat que l'un des effets les plus importants de la violence conjugale est le bris de la relation mère-enfant. Et ce bris-là est parfois très concret. Il peut être dû, entre autres, à une séparation, dans le cas, par exemple, où la mère est hospitalisée, où la mère peut être absente à cause des médicaments qu'elle prend. Aussi, ça peut être causé par le fait que le père peut enlever les enfants et même tuer les enfants et tuer la mère. Le bris peut être dû également à un manque de communication. Souvent, dans les situations de violence, c'est un sujet qu'on essaye de garder secret. Donc, on ne parle pas de violence à la maison pour différentes raisons. Parfois, c'est pour la nier. Parfois, c'est pour... la mère ne parlera pas de la violence pour protéger l'enfant qui est avec elle à la maison. L'agresseur utilise plusieurs tactiques qui sont intentionnelles afin de briser le lien entre la mère et les enfants. Les tactiques utilisées peuvent être faites au cours, pendant la grossesse. Lorsque la mère est enceinte, ça peut commencer dès cette première étape-là où intentionnellement, le père peut être violent envers la mère, peut imposer le fait que c'est lui qui va, ses besoins à lui vont primer aux besoins de l'enfant qui est à naître. Donc, dès le départ, dès la grossesse, il y a ce bris-là de relation mère-enfant. Une autre tactique, c'est souvent d'emmener les enfants à participer à la violence envers les mères. Donc, les enfants sont emmenés à reproduire la violence, reproduire les insultes, par exemple, que le père inflige à la mère. Négligence de l'enfant. L'agresseur peut exiger, encore une fois, que les besoins de l'enfant passent en deuxième lieu et que ce soit ses besoins à lui qui priment au-delà des besoins de l'enfant. Des menaces de violence envers les enfants, bien entendu, et aussi il peut y avoir de l'abus physique, sexuel, émotionnel commis envers l'enfant. La mère peut être amenée à participer également à la violence. Un des exemples qu'on peut vous donner, c'est souvent, on entend que la mère a choisi de punir son enfant elle-même afin de minimiser la punition que le père aurait ou pourrait infliger à l'enfant. La violence continue même après la séparation, on en parle, et même le degré et le niveau de violence souvent est intensifié dès qu'il y a séparation. Et il y a différentes tactiques à ce niveau-là. Empêcher la mère de voir les enfants, aliéner les enfants contre la mère, l'enlèvement d'enfants, etc. Tout ceci a des conséquences, bien entendu, sur la relation mère-enfant. Premièrement, ça remet en cause la capacité de la mère à se protéger et à protéger l'enfant. Le fait que la mère est victime de violence, ça peut indiquer ou donner un message à l'enfant que sa mère n'est pas en mesure de se protéger et de protéger l'enfant.
Donc, la mère peut être dévalorisée aux yeux de l'enfant parce qu'elle n'a pas su le protéger et se protéger. Aussi, un enfant peut également croire que la mère est méchante. Et c'est pour ça que la mère est punie par l'agresseur, parce qu'elle a été méchante, donc elle est punie et son père lui inflige de la violence. Des répercussions psychologiques chez la mère et chez les enfants. Chez la mère, on a juste à penser les répercussions liées à la santé mentale, donc dépression, automutilation, tentative de suicide. Chez l'enfant, ça peut se traduire en beaucoup d'anxiété de vivre dans un environnement où l'enfant est exposé à la violence, donc qui peut se traduire en colère, en tristesse, etc. Les impacts sur le rôle de la mère. Donc, la mère peut avoir l'impression qu'elle ne remplit pas adéquatement son rôle de parent. Elle peut perdre le respect de ses enfants. Elle peut également modifier son style parental en réaction à celui de l'agresseur. Par exemple, elle pourrait être plus protectrice, elle pourrait être plus punitive, elle pourrait être moins communicatrice. Elle a le sentiment aussi d'être moins capable de s'occuper de ses responsabilités parentales. Quand on vit dans une situation de violence, il y a des besoins primaires qui priment et souvent les capacités parentales peuvent être mises de côté. Il y a des risques d'avoir recours à des stratégies de survie qui peuvent avoir des effets négatifs chez les enfants. Il y a réalisation que les liens affectifs entre elle, comme mère, et les enfants sont compromis. Puis il y a des risques d'être entraînés aussi dans une compétition avec le père, avec l'agresseur, pour la loyauté des enfants. Comme intervenante dans des programmes de violence conjugale, vous rencontrez ces mères pour faire de l'intervention et le but de vos interventions, c'est de défaire les impacts de la violence, donc de renforcer la relation mère-enfant. Vous utilisez, bien entendu, l'intervention féministe auprès de ces mères, de ces enfants. Et Simon Lapierre, qui est un professeur à l'Université d'Ottawa, a souligné dans un article que ce sont les intervenantes féministes en maison d'hébergement qui sont les premières qui ont soulevé l'impact de la violence conjugale sur les enfants. Et suite à ce soulignement-là, les provinces ont établi des lois de protection de l'enfance, par exemple. Puis hier, on en a parlé. Les lois sont là, mais c'est dans l'application que c'est problématique. Donc, bien qu'il y a l'intervention féministe, dans l'application de ces lois-là, il n'y a aucune lunette ou aucune approche féministe. Donc, bien souvent, on ne tient même pas compte de la violence qui est vécue par les femmes. Les valeurs de l'intervention féministe, vous les connaissez, mais c'est toujours bon de s'en rappeler. Dans les valeurs, vous reconnaissez le contexte social dans lequel vivent les femmes et l'oppression vécue par les femmes. Vous reconnaissez l'inégalité et surtout qu'est-ce qui maintient les femmes dans cette inégalité. Et il y a la reconnaissance de la violence et du contrôle. Il y a la reconnaissance de l'inégalité de pouvoir entre la femme que vous rencontrez dans vos services d'intervention et l'usagère. Et la reconnaissance que les caractéristiques ou les comportements de la victime, la mère dans ce cas-ci, ne sont pas en cause. L'intervenante ne minimise pas la violence. L'intervenante croit et véhicule le message que la violence est inacceptable. Les principes de l'intervention féministe, c'est
prendre en compte l'impact du contexte social, offrir une aide concrète, une aide qui va répondre aux besoins essentiels de la femme, de la mère que vous rencontrez. Il y a aussi la revendication des droits. Donc, droit à la mère de confidentialité, droit à la sécurité, droit d'obtenir des services, et plus particulièrement dans notre réseau, droit d'obtenir des services en français. La reconnaissance que les femmes sont expertes de leur vie. Dans l'intervention féministe, on n'impose pas des directions, on n'impose pas des actions, on y va avec l'empowerment et le choix des femmes parce qu'elles sont expertes de leur vie et c'est une reconnaissance. Ouverture, respect, flexibilité, c'est à la base de l'intervention féministe. Un climat égalitaire, un climat de confiance. Les femmes, quand elles se présentent dans vos programmes, dans les maisons d'hébergement, elles ont confiance et elles doivent avoir confiance qu'elles sont dans un endroit sécuritaire où est-ce elles ne seront pas jugées, elles vont être crues et elles vont être soutenues et accompagnées dans leur processus de guérison. Vous appliquez les principes antiracistes, anti-oppression, et la sécurité, je viens d'en parler, mais la sécurité des femmes, la sécurité émotive, confidentialité, etc. À la lumière de ces principes-là, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes principes de l'intervention féministe dans vos interventions auprès des enfants, selon vous? Est-ce que les mêmes principes s'appliquent autant dans les interventions pour les mères que pour les enfants? Il y a des signes de tête affirmatifs. Oui, exactement, exactement. C'est certain que c'est dans l'approche comme telle demeure la même, mais c'est plus dans les pistes d'intervention plus concrètes que ça va différer quand vous intervenez auprès d'un enfant versus quand vous allez intervenir auprès de la mère. Et on va voir ça un peu plus tard dans la formation. L'intervention auprès des mères. Donc, vous utilisez l'intervention féministe, vous respectez le choix de la mère, puis c'est important de croire la mère et d'encourager son autonomisation, empowerment, qu'on utilise aussi. Par exemple, important de respecter son choix, à savoir, est-ce qu'elle est prête, est-ce qu'elle désire d'aborder la question ou non de sa relation avec les enfants? Peut-être quand qu'elle va vous rencontrer, elle n'est pas prête tout de suite à parler de ce bris de relation ou de la relation actuelle avec ses enfants. Et tout ça parce qu'il y a d'autres besoins plus importants à ce moment ici dans la vie de la femme et plus importants dans sa globalité qui doivent être répondus. Ça m'emmène à vous parler rapidement de la pyramide de Maslow. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler, pour ceux qui ont suivi des formations et tout ça. La pyramide de Maslow, il y a 2 postulats de base qui disent qu'il y a des besoins fondamentaux qui doivent être comblés avant de combler d'autres besoins. Par exemple, le premier besoin fondamental, c'est un besoin physiologique. Donc ça veut dire, je comble mes besoins, j'ai besoin d'oxygène, respirer, j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de sommeil. C'est à la base et ces besoins-là doivent être comblés avant de passer au prochain besoin. Parce que si un besoin n'est pas comblé ou c'est insatisfaisant, ce que ça va faire, ça peut être un motivateur pour adopter un comportement pour combler temporairement ce besoin-là qui est pas satisfait. Vous avez la pyramide de Maslow dans la présentation. Donc, on voit à la base, c'est les besoins physiologiques, je viens d'en parler. Ensuite, c'est les besoins de sécurité. Donc, sécurité, être en sécurité,
soi-même par rapport aux dangers, aux menaces, à la violence. Mais aussi, ça peut être une sécurité financière, une stabilité, d'avoir un emploi, d'avoir un revenu, d'avoir un logement. Ensuite viennent les besoins sociaux, donc au niveau des relations interpersonnelles. Après qu'on a comblé ces besoins-là, on est capable d'entretenir, de développer des relations interpersonnelles, d'amitié, d'amour. Prochain besoin, le besoin d'estime. Donc, on travaille au niveau de l'estime de soi-même et l'estime de soi-même à travers les autres, mais l'estime des autres également. Donc, le désir d'être apprécié, auto-apprécié, mais apprécié des autres, connu, reconnu des autres. Et finalement, c'est le besoin d'actualisation. Donc, après qu'on a tout comblé ces besoins-là, on est en mesure vraiment de se réaliser soi-même dans sa totalité, donc de se fixer des objectifs, de trouver des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Il y a certaines choses qui sont souhaitables d'être évitées dans l'intervention qui sont faites auprès des mères et des enfants. Est-ce que vous pouvez me nommer des choses à éviter quand vous faites de l'intervention auprès des mères? Il faut éviter de critiquer les mères, puis à la place les encourager à leur donner des choix. Oui, merci. Oui. Il faut aussi ne pas prendre les décisions à sa place, puis respecter ses choix. Puis aussi respecter son rythme, ne pas aller plus loin que la femme. Je faisais un commentaire, c'est parce que parfois, quand, disons, dans nos rencontres pour les services enfants témoins, on fait ça très clair pour que la mère évite de parler négativement du père devant l'enfant, parce que l'enfant aime encore leur père et parfois il ne voit pas la même chose que la mère voit. En fait, je voudrais juste augmenter qu'il serait bien de ne pas généraliser une intervention à marcher avec une femme et prendre cet exemple et le coller un peu partout. Et aussi, il serait bien aussi de ne pas généraliser, mais de ne pas, effectivement, comme elle a dit tout à l'heure, critiquer la mère et la laisser elle-même décider, même quand on n'est pas trop d'accord avec ce qu'elle voudrait faire. Merci. Donc, vous avez pas mal ressorti des choses à éviter dans les interventions auprès des mères. Il y a aussi ne pas proposer une thérapie de couple, ne pas mettre la mère en danger, mettre en danger la vie de la mère et la vie de l'enfant, bien entendu. Des choses à éviter dans votre intervention auprès des enfants exposés? Avez-vous des choses qui sont différentes à éviter lorsque vous intervenez auprès des enfants? Peut-être de lui faire des promesses, puis de lui dire des choses qui vont arriver que c'est peut-être pas vrai. Vous avez nommé tantôt aussi critiquer la mère ou l'agresseur ou montrer de la colère envers l'un ou l'autre devant l'enfant. Banaliser ou minimiser le problème qui est vécu. Empêcher l'enfant d'exprimer ses émotions ou chercher à éviter les émotions de l'enfant. Faire des promesses, vous l'avez nommé. Se poser en tant qu'experte et garder le monopole de l'intervention. Parce que vous intervenez auprès des enfants, donc il pourrait y avoir cette tendance. Tu veux ajouter un commentaire? Oui. Quelque chose d'autre à éviter. Je dirais que ça irait pour la femme ainsi que l'enfant. Et je pense qu'on fait beaucoup ça à travers nos plans de sécurité et même les interventions de la Société Aide à l'enfance le fait beaucoup. Et c'est éviter de responsabiliser simplement la femme ou l'enfant
pour leur sécurité. Parce que souvent, on prend pour acquis que c'est la responsabilité de la mère de protéger ses enfants, mais on néglige le fait que l'abuseur aussi a la responsabilité à la protection. Et c'est la même chose aussi pour les enfants. Ils ne sont pas toujours responsables de prendre toutes les démarches pour assurer la sécurité. Oui. Merci. La prochaine diapo porte sur les façons de renforcer le lien entre les mères et leurs enfants. Donc, à la base, informer la mère sur la violence faite aux femmes et l'impact de cette violence sur les enfants. Et ça, c'est quelque chose que vous faites dans toutes vos interventions. À la base, c'est vraiment d'expliquer c'est quoi la violence, c'est quoi les impacts, et défaire les sentiments de honte, de culpabilité, que les femmes, bien souvent, et trop souvent, devrais-je dire, se culpabilisent et responsabilisent par rapport à ça. Et travailler à réduire la détresse de la mère et l'aider à prendre soin de ses besoins. Donc, ses besoins de base, on les a vus tantôt, rapidement. Son état dépressif. Il y a des femmes qui peuvent avoir de la difficulté à éprouver de la joie. Peuvent se sentir, mais pas du tout sensibles aux émotions de l'enfant. Donc, vous êtes là pour l'aider à passer à travers de ça et trouver des solutions. Il y a différentes stratégies d'intervention informelle pour augmenter l'estime et la confiance en soi. Écouter la femme avec attention, lui démontrer votre intérêt pour des moments d'échange informel. Donc, c'est pas obligé d'être toujours peut-être fait dans un cadre d'intervention individuelle, sur rendez-vous. Tu sais, ça peut être fait plus de façon informelle. Souligner ses forces et ses habiletés et l'aider à les reconnaître. Et ça, c'est l'empowerment pur. Donc, comment la motiver? Parce qu'elle, dans l'état ou la situation actuelle, elle verra tout probablement pas ses forces. Elle va voir beaucoup de négatifs. Donc, comment vous pouvez renforcer ça et lui refléter ses forces, ses habiletés et l'aider à les reconnaître? Il faut être attentif parce que vous allez être en mesure de remarquer s'il y a des changements positifs qui s'opèrent, puis les refléter à la mère, puis l'aider à comprendre, mais aussi à mesurer c'est quoi les retombées, c'est quoi la portée de ces changements-là positifs. L'aider aussi à tirer parti de ses erreurs, parce que le parcours n'est pas parfait. On fait des erreurs, la mère va faire des erreurs, l'intervenante, vous allez aussi faire des erreurs, mais l'important, c'est comment on peut tirer parti de ces erreurs, puis aider la femme à reconnaître les erreurs comme faisant partie d'un cheminement, et non en étant seulement négatif. Elle a fait une erreur dans son interaction, par exemple, avec son enfant. Lui témoigner que vous lui reconnaissez des droits, droit à la confidentialité, droit de participer aux décisions qui la concernent, et droit à un mode de vie qui lui assure une autonomie financière. L'aider à se préparer à l'action qu'elle souhaite entreprendre. Donc, pas une action qui lui est proposée, mais une action qui vient d'elle, puis c'est elle qui est prête à entreprendre ces actions. Puis lui confier des responsabilités en l'impliquant dans des sphères à la maison. Ces stratégies-là ont été tirées d'un guide d'outils d'intervention préparé par la Fédération des ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec. Vous pouvez aussi aider la mère à reprendre confiance en ses habiletés de mère, donc reprendre son pouvoir comme mère. La soutenir afin de l'aider à rebâtir sa relation avec les enfants. Un premier pas pour la mère, c'est de comprendre que ses défis en tant que mère
c'est des conséquences de la violence. C'est pas dû à ses propres incapacités. C'est vraiment des impacts, conséquences de la violence. Puis aussi, il ne s'agit pas pour vous de lui enseigner des techniques pour composer avec les comportements de l'enfant, par exemple, mais de voir c'est quoi l'impact de la violence. Quel est l'impact que la violence a eu sur les enfants qui a fait que l'enfant adopte ce comportement-là? Et si la mère n'aime pas son enfant ou n'aimait pas ses enfants et vous fait part de ça, et ça l'arrive, certaines d'entre vous en avez été témoins de tout ça, et c'est normal. C'est normal, mais ça demeure un des plus grands tabous parce que la mère se doit d'aimer ses enfants. La mère se doit d'être protectrice. La mère se doit de combler les besoins de ses enfants. Mais dans une situation de violence, ça peut être difficile pour une mère de ressentir cet amour maternel-là. Puis c'est pas rare pour elle qu'elle passe par des périodes de doute. Elle-même, elle est privée d'amour, d'affection, donc elle peut se demander comment je peux transmettre cet amour et cette affection-là à mes enfants. Si elle est victime de violence, elle est épuisée, elle est fatiguée, épuisée, ou elle est coupée tout simplement de ses émotions. Sa relation avec l'enfant a été endommagée par la violence. Si l'enfant est victime de violence, et la mère est victime de violence, de voir les signes de violence chez l'enfant, que ce soit un signe physique, par exemple, ça peut juste chez elle la ramener dans son traumatisme de victime de violence. Ça pourrait aussi être qu'elle en veut à son enfant de la maintenir dans une situation de violence. Peut-être que c'est ça qui lui vient en tête, parce que souvent, les mères disent « on ne quitte pas le foyer, je ne peux pas quitter le foyer, mes enfants sont jeunes, je ne sais pas où aller ». Puis elle le fait. On l'entend, hein, la mère va le faire pour ses enfants avant de le faire bien souvent pour elle. Donc, elle essaie, dans la mesure du possible, d'évaluer la meilleure chose à faire, mais ça peut faire que, inconsciemment, elle blâme l'enfant de la maintenir dans cette situation. L'important dans votre intervention, c'est de soutenir la mère sans la juger, de la laisser en parler, de donner ses émotions, de les partager. Et vous, c'est de aussi faire le lien avec la violence vécue et non que c'est un comportement individuel de la mère. Il faut soutenir la mère également afin qu'elle puisse parler de la violence avec ses enfants. C'est quelque chose que vous faites en intervention avec les mères ou que vous aurez à faire. Donc, 2 points importants. Comment elle peut aborder la question avec les enfants? Les enfants vont avoir besoin de parler de leur vécu, aussi de vérifier si les enfants eux-mêmes sont responsables de la violence. Besoin d'exprimer leurs émotions. Donc, comment la mère peut aborder cette question-là avec les enfants? Comment qu'elle est en mesure de discuter franchement avec l'enfant, de parler du passé, qu'est-ce qui s'est passé, des frustrations, mais aussi des changements à venir. Par exemple, si la mère est en maison d'hébergement ou en maison de 2e étape, donc, voici ce qui s'est passé, mais voici vers quoi on s'en va. Puis ça ne sera pas facile. Puis il va y en avoir des épreuves puis des embûches, mais on fait le cheminement et on s'en va en cette direction-là. La question de la violence sexuelle, c'est une question très difficile aussi pour une mère de juste penser que son enfant a été victime d'agression sexuelle par son partenaire.
ou d'avoir été témoin de la violence sexuelle, c'est très difficile à aborder avec un enfant aussi. C'est pénible d'entendre son propre enfant raconter l'histoire d'agression sexuelle. Ça pourrait être encore plus difficile si la mère elle-même a été victime d'agression sexuelle, que ce soit par son partenaire ou par une autre personne, et qu'elle n'a pas cheminé dans sa guérison par rapport à sa propre victimisation au niveau d'agression sexuelle. La mère pourrait certainement sentir une très grande culpabilité du fait d'apprendre, par exemple, que son enfant a été agressé sexuellement par son conjoint, parce qu'elle n'était pas encore là, elle n'a pas assumé le rôle de mère que la société nous donne, d'être protectrice, d'être là pour les enfants. Les intervenantes, vous avez à la soutenir aussi de comment se préparer à avoir ces discussions-là avec les enfants, mais aussi, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce qui entoure tout ça? Par exemple, c'est un enfant, il y a toute la question à ce moment-là qui rentre au niveau de l'âge de consentement, le devoir de signaler, comment ça va se passer, ça va se dérouler, si la police est impliquée, etc. Mais avant tout, on ne va pas tout de suite dans ces étapes-là. On permet d'en parler, on permet d'en discuter pour aider la mère à avoir ces discussions avec les enfants, mais aussi d'avoir un plan en place pour les prochaines étapes.